Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Un live consacré cette fois-ci aux chiffres de la collecte digitale et sur lequel on a le plaisir d'accueillir à nos côtés Corentin, le chargé de projet digital à France Générosité. Bonjour Corentin. Bonjour à tous, merci beaucoup Alexandre de m'accueillir. Désolé si pour l'audience si vous entendez un tout petit peu de bruit, je suis dans un café, mais en tout cas ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est partagé. Donc rapidement, on organise un live chaque deuxième mardi du mois. C'est organisé par GiveExpert, qui est une application complète de collecte de fonds qui permet de gérer ses formulaires de dons et d'inscription en ligne. C'est plus de 266 millions d'euros collectés via l'application et on en profite pour remercier les organisations, associations, fondations qui nous font confiance. On fait désormais partie du groupe Donet et donc ce qui nous permet d'avoir une offre complète qui va donc, de la collecte au CRM jusqu'à la gestion des alumni avec NetAnswer. Et donc Corentin, je vais te laisser présenter France Générosité. Voilà, pour faire simple, pour vous expliquer un peu France Générosité, mais je pense que la plupart d'entre vous devez connaître. On est du coup le syndicat des organisations d'intérêt général qui font appel à la générosité. Donc on a maintenant 136 organisations qui se réunissent, et cela depuis 25 ans qu'on existe, pour 4 grandes missions. Le fait de représenter et défendre vraiment les intérêts de nos membres et du secteur, avec beaucoup de plaidoyers réalisés sur les différents canaux de la générosité et problématiques rencontrées. Vraiment un développement aussi de la générosité avec 3 expertises, juridique et fiscale, la partie des études, des data, et la partie aussi digitale et innovation qui est un peu plus nouvelle. Un accompagnement du réseau et aussi de la promotion de la générosité pour faire simple. Et bien évidemment, si vous avez plus de questions, je pourrais y répondre, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de partager un certain nombre de chiffres, une étude qu'on a menée à partir de 2 éléments. D'un côté, des chiffres qui proviennent de 5 grandes études qui avaient été réalisées, notamment 2 par France Générosité, une par la Fondation de France et 2 autres par l'AFF, dont celle notamment sur les scénarios d'avenir de l'AFF. Et d'en tirer les éléments clés, je dirais, les principaux enseignements au cours des 6 dernières années au niveau de la collecte digitale. Et puis ensuite, on regardera plus précisément une comparaison entre la collecte de l'année 2021 et la collecte de l'année 2022 pour les organisations utilisatrices de GiveExpert pour leur collecte digitale. Donc là, excusez-moi, la première chose qui demeure, c'est le fait que le canal digital, la collecte en ligne, reste surtout dominante chez moins de 50 ans en termes de canal préférentiel de dons. On a quand même eu une forte prise en compte ou on va dire montée en compétence sur la tranche d'âge entre 50 et 70 ans. On se rappelle tous certainement de toutes ces personnes qui ont appris à scanner un QR code pour la première fois pendant la pandémie. Eh bien, tout ça, ça se ressent parce qu'aujourd'hui, on a une population entre 50 et 70 ans qui est mixte, c'est-à-dire multicanal, qui fait à la fois des dons traditionnellement, on va dire offline, par courrier notamment, et également online, tandis que la population de plus de 70 ans reste quand même plutôt offline de manière exclusive. Et on se retrouve avec un âge médian des donateurs en 2021 qui était de 62 ans. En termes de profil des donateurs recrutés, aujourd'hui, le online, ça a beaucoup progressé et donc ça amène, d'après l'étude Vision Donateur, 40% des nouveaux donateurs. Dans le même temps, en fait, on observe par contre une diminution en termes de consolidation du nombre de donateurs en ligne entre 2016 et 2021. Je ne sais pas si tu veux apporter une précision de ce point de vue-là. Justement, ouais, je pense que c'est intéressant aussi de noter que, alors il y a 2 points surtout à retenir, c'est que souvent les nouveaux donateurs de nos organisations sont en fait des faux nouveaux donateurs, c'est-à-dire qu'ils sont des donateurs à d'autres organisations. Et le deuxième point, c'est aussi peut-être une baisse de la capacité de fidéliser, qui est très légère, mais qui par exemple sur les dons ponctuels représente à l'heure actuelle 29,5% de taux de fidélisation sur les dons ponctuels. Voilà, c'est 2 phénomènes à noter. Merci beaucoup.
En termes de géographie du don en ligne, ben en fait, on reste quand même sur une population majoritairement urbaine. À Paris, il faut savoir que c'est près de 40% en 2020 le don par Internet, de l'ensemble des dons, bien sûr. Et ensuite, ben, on s'aperçoit que c'est aussi très, très significatif dans les grandes métropoles, les grandes agglomérations. On le voit sur la carte, c'est en bleu foncé. Vers Nantes, vers Lyon, vers Toulouse, Annecy, enfin voilà, les grandes agglomérations. Il faut savoir que dans les scénarios d'avenir de l'étude prospective de l'AFF, il y avait notamment cette idée qui était assez partagée par l'ensemble des personnes qui avaient été interrogées, d'une polarisation des causes, c'est-à-dire avec des appels à dons qui seraient plus au niveau local, et une concentration de la collecte au niveau national pour les causes plus globales qui toucheraient l'ensemble de la population. Donc la collecte Internet va un peu dans ce sens-là, en étant privilégiée par les grands centres urbains. En termes d'évolution du don ponctuel, alors on est sur une tendance globale à la baisse du nombre de dons, donc du nombre de donateurs. Et dans cette tendance globale à la baisse, ben en fait, le nombre de donateurs en ligne et donc la part du don en ligne dans la collecte des organisations ne cesse d'augmenter. On était à 25%, donc un quart des dons faits aux organisations passent par Internet, par le canal digital, Internet et mobile. En 2021, c'est une augmentation de 48% des dons en ligne. Donc on est passé de 10%, moins de 10% en 2017 à 25% en 2021. Donc il y a vraiment un avant et un après pandémie en termes d'usages digitaux dans la collecte. Le don moyen en ligne, c'est une tendance qui se confirme depuis des années et on verra qu'elle se renforce encore dans les chiffres de GiveExpert, et plus élevé, beaucoup plus élevé que le don offline. En 2021, c'était 133 € d'après le baromètre de la générosité, de France Générosité, à comparer aux 80 € du don offline. Il y a une contribution annuelle moyenne de 149 € pour les donateurs en ligne. Si on fait un petit focus sur le crowdfunding, on s'aperçoit que dans le crowdfunding, aussi le don sans contrepartie, donc le don comme le sollicitent les associations et fondations, est plus élevé, pratiquement le double du don avec contrepartie à 93 € contre 58, même s'il reste beaucoup plus bas sur ces plateformes que sur les dispositifs de collecte des organisations. Un petit zoom sur le Giving Tuesday, donc qui est une journée de mobilisation internationale qui existe depuis plusieurs années maintenant en France. Plus de 4,3 millions d'euros ont été collectés donc le mardi qui suit le vendredi noir, le Black Friday et le Cyber Monday, donc cette année. C'est une jolie progression avec en particulier des chiffres qui semblent montrer au niveau d'une plateforme comme Helloasso que les petites associations s'en emparent et sont de plus en plus nombreuses à faire des appels à dons et à mobiliser à l'occasion de Giving Tuesday, parce que comme on le sait tous, si on ne demande pas, on n'obtient pas, et donc c'est bien la preuve qu'elles communiquent autour du Giving Tuesday si leur collecte augmente. Voilà pour ce panorama issu donc des différentes études, des éléments clés qu'on a voulu mettre en exergue. Et si tu n'as pas de commentaires particuliers sur ce panorama, Corentin, on va passer aux chiffres des experts. Je pense que tout le monde attend tes fameux chiffres les plus importants. Ok, donc c'est gentil. Donc on a fait une comparaison de la collecte 2021 versus 2022 sur un panel de 162 organisations caritatives dans tous les domaines qui ont collecté à la fois sur toute l'année 2021 et 2022 avec l'outil GiveExpert. On a pris en compte que les dons réglés et validés en ligne, donc pas les promesses de dons, alors quel que soit le mode de paiement, réglés et validés en ligne, par carte, par prélèvement, mais pas les promesses qui auraient été faites en ligne et qui auraient été converties par, on va dire, virement ou chèque.
La première chose qu'on observe, c'est qu'on a une tendance à la hausse, une tendance, une croissance régulière et une très forte saisonnalité. Donc au global, plus 21% de collecte entre 2021 et 2022, avec les 2 années, le 4e trimestre qui représente plus de la moitié de la collecte. Donc voilà, on est sur une tendance haussière et un 4e trimestre ô combien déterminant en termes de levée de fonds pour les organisations. En termes de montant de dons, on a toujours à peu près la même tendance, c'est-à-dire les dons ponctuels entre 20 et 200 euros qui sont très majoritaires, plus des 2 tiers, 71% à la fois en 2021 et en 2022. On observe une petite augmentation de la tranche supérieure à 50 euros, de 4%. Donc on est un peu en deçà de l'inflation, mais voilà, on augmente, le don moyen augmente, et c'est aussi ce qu'on va observer au global, le don moyen augmente. En termes d'engagement, de durée d'engagement, on a aussi vu une hausse en 2022 de la part des dons réguliers, plus 4%, avec un recrutement des donateurs réguliers qui se fait plutôt en milieu d'année. Les campagnes de fin d'année semblent plutôt faire majoritairement appel aux dons ponctuels, que ce soit à travers du don affecté ou non à des projets. Mais donc une hausse qui est intéressante parce que forcément, plus de dons réguliers, ça veut dire des ressources sécurisées pour les organisations. Puis on reste sur très majoritairement de la collecte de dons non affectés à des projets, même si on s'aperçoit que là aussi il y a une saisonnalité, à savoir que c'est plutôt sur le 4e trimestre que justement les dons affectés sont faits. Donc plutôt une collecte par projet en fin d'année, là où on aurait plutôt la recherche d'une collecte non affectée et de dons réguliers sur le milieu de l'année. Pour les moyens de paiement, c'est la carte. On est un pays de carte bancaire, la France. Donc c'est la carte qui reste très majoritaire, même si elle cède un peu de terrain face au prélèvement. Donc le prélèvement CEPA, c'est le don régulier. Le SDD, c'est le prélèvement CEPA ponctuel. Donc c'est du don ponctuel, mais fait également par prélèvement. Ça s'explique notamment par l'augmentation de la part des dons réguliers. Il y a plus de dons réguliers qui sont mis en place. En tout cas, c'est un moyen qui est privilégié pour la mise en place du don régulier, le prélèvement CEPA par rapport à la carte bancaire, notamment parce qu'il n'y a pas de date d'expiration et que les coûts sont plutôt moins élevés en termes de prélèvement. Et puis une hausse aussi de PayPal, une hausse de PayPal qui passe à 9%. Et en réalité, comme toutes les organisations ne proposent pas PayPal, si on regarde uniquement les organisations qui proposent ce mode de paiement, on est plutôt à 15%, un peu plus même de 15% des donateurs qui choisissent de régler via PayPal. Donc c'est un mode de paiement qui vaut le coup d'être ajouté sur ces formulaires de dons. Et puis c'est un mode de paiement aussi qui peut être bien adapté à de la collecte mobile parce que sécurisant. Et puis là ça se voit pas dans ces chiffres-là, mais il va y avoir un petit focus après. On a le virement open banking, c'est-à-dire du virement 100% en ligne, dont la part a vraiment beaucoup augmenté. Donc le virement open banking, je reviens en arrière. Le virement open banking, c'est déjà 6,21% des transactions sur les formulaires qui le proposent, mais 15% de la collecte. Donc le gros avantage, c'est que c'est un parcours sécurisé parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de saisir son IBAN. Il y a aussi sur mobile quelque chose qui est très bien fait, une intégration avec la plupart des applications mobiles des banques, qui fait que du formulaire, automatiquement s'ouvre l'application mobile qu'on a d'installer et on n'a plus qu'à se loguer. Donc voilà, c'est vraiment un moyen de paiement qui a connu une très forte croissance entre la collecte IFI 2022, la collecte de fin d'année 2022, et dont le succès ne sera probablement pas démenti sur la collecte IFI 2023. Et en termes de montant, donc voilà, c'est comme vous le voyez, c'est déjà pratiquement 1 demi-million d'euros de collectés via le virement open banking. Même si clairement c'est la carte bancaire qui reste le gros de la collecte. La
En termes de dons moyens, de montant moyen des dons, on a une hausse. Donc, on s'établit à 148 € pour les dons par carte bancaire. On est un peu en deçà, à 95 € en 2022 pour PayPal. L'idée, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est passé de 132, donc on était quasiment 133 de l'étude de franche générosité en 2021 à 148 en 2022, donc une hausse du montant moyen du don qui est fort importante étant donné l'inflation pour les organisations. Ensuite, en termes de cause, on est assez stable. Ce qui a diminué, c'est sciences et santé parce que il y avait eu un pic assez exceptionnel sur l'année 2020 et 2021 lié à la crise Covid. Enfin, une dernière slide sur les campagnes peer-to-peer où on s'aperçoit en fait qu'on a aussi une très forte saisonnalité au niveau des campagnes peer-to-peer avec, je dirais, plutôt des campagnes qui ont lieu pendant les beaux jours, donc deuxième trimestre principalement, et puis aussi un montant moyen du don qui est beaucoup plus élevé qu'une idée reçue qui serait qu'on serait très bas sur la collecte peer-to-peer avec un montant qui est de 112 € en 2022. Donc, bien sûr, on n'est pas au 148 qu'on décrivait juste avant, mais on est au-dessus, par exemple, du don moyen par PayPal pour les dons réalisés par carte bancaire et au-dessus du don moyen sur les plateformes de crowdfunding. Donc, un montant qui reste quand même élevé. Donc les indicateurs clés, c'est un quart désormais des dons qui sont réalisés en ligne, un montant total de la collecte entre 2022 et 2021 qui a augmenté de 21%, un don moyen en ligne à quasiment 150 €, et par contre une augmentation du nombre de dons réguliers, mais avec une baisse du montant moyen du don régulier. Donc la générosité globale continue d'augmenter en montant global. La part de la collecte digitale augmente au sein de cette générosité, à la fois en nombre de transactions et en valeur. Et je vais passer la parole à Corentin pour qu'il vous fasse quelques focus par rapport à tout ce qu'on vient de partager comme information. Déjà, peut-être avant de ça, je voulais quand même signifier que c'était quand même cette augmentation de la générosité, augmentation de la part du digital dans la générosité. C'est aussi dû au travail de vos organisations d'intérêt général, au travail des acteurs comme GiveExpert qui permettent aussi de un peu adapter les nouveaux parcours, les nouvelles propositions de dons aux vrais usages des Français actuels. Donc un vrai travail aussi à souligner pour toujours évoluer aussi avec la société actuelle et donc avec cette part du digital qui augmente et ce montant total qui augmente aussi et qui est une vraie réussite là aussi. Du coup, moi, pour un peu rebondir, j'avais envie de faire focus sur un peu 3 enseignements qui, pour moi, me paraissaient intéressants dans ces chiffres à noter et que je me permets de compléter avec 2-3 petits chiffres. Déjà, le premier enseignement, c'est vraiment une générosité qui devient plus fidèle avec, on l'a vu du coup sur notre baromètre de la générosité, une part des PA qui est passée de 17 à 24% de 2017 à 2021, un PA qui, sur les chiffres de GiveExpert, sont à plus 4%. On voit aussi un phénomène intéressant, c'est-à-dire que Alexandre a parlé aussi la répartition par trimestre et la part des recrutés en PA qui augmente sur le dernier trimestre de plus 3%, si je ne me trompe pas, Alexandre. Et donc là, c'est aussi intéressant de noter que c'est une générosité qui devient de plus en plus fidèle et qui permet de voir sur le long terme pour vos organisations. Mais dans le même temps, nous avons aussi un contexte un peu inflationniste avec une perte un peu des petits donateurs, surtout sur le ponctuel, une baisse des montants moyens de non réguliers. Donc, ce qui fait que cette idée vraiment de allons vers plus de fidélité dans le donateur, mais par contre, nous avons aussi des donateurs qui sont peut-être un peu moins, qui est une générosité qui est moins accessible à l'ensemble de la population. Et deuxièmement, du coup, la deuxième idée, c'était par rapport à ça, justement, le fait que
en même temps d'avoir cette générosité qui est peut-être moins accessible, même si elle est plus fidèle. Nous avons en effet une concentration en fait de la générosité, mais qui vient aussi d'une concentration de nos appels à dons et du coup, une petite attention à faire. Nous l'avons noté, 1% des donateurs les plus généreux représentent maintenant 22% de la collecte. Et ça représente, c'est toujours un peu sur les mêmes typologies, les mêmes audiences, un peu nos cibles affinitaires, parce que c'est aussi par facilité, si je pourrais dire, sur lequel voilà, on va toujours rechercher de nouveaux donateurs parmi les donateurs âgés, parmi des donateurs qui sont aussi présents chez d'autres organisations. Comme on a parlé Alexandre aussi, c'est l'idée vraiment des donateurs multi-organisations qui sont plutôt des cibles plutôt âgées. Mais dans le même temps, nous avons du coup cette concentration qui contrebalance avec des cibles qui sont peut-être moins sollicitées, comme nous l'avons vu là. Alors là, j'ai repris des chiffres du coup de notre baromètre de la générosité vision de donateur chez France Générosité, qui montre justement cette cible des 35-50 qui est moins adressée et auquel un effort de don, comme on le voit également sur l'étude de recherche et solidarité, qui est peut-être un peu plus faible que même parmi les plus jeunes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est, comme vous pouvez le voir, sur, par exemple, entre les 40 et 49 ans, sur 1,6% d'efforts de dons, contrairement à même des moins de 30 ans qui sont à 2,5 et des plus âgés qui sont encore plus avec un effort de don plus important. Donc là, vraiment, peut-être une petite attention de se dire, bon, on a une générosité plus fidèle, on a une générosité qui est peut-être plus compliquée pour des cibles qui ont peut-être moins de moyens, mais aussi, on va toujours chercher un peu les mêmes cibles et donc, essayons d'élargir. Et donc là, la troisième idée, le troisième enseignement que je voulais aussi partager ce matin, c'était un peu, d'une manière générale, innovons. Et c'est comme le fait des acteurs comme GiveExpert, c'est-à-dire essayons toujours d'innover, de challenger nos pratiques, d'essayer de développer de nouveaux canaux, nouveaux modes de paiement, comme Alexandre en a parlé sur l'open banking. Et là, pour moi, je suis totalement en accord avec lui. Je pense qu'il y a une grosse évolution à noter là-dessus. Et je pense que dans les prochaines années, on va avoir des montants très, très importants. Donc toujours, mais de prendre bien conscience que ces nouveaux canaux, ces nouveaux modes de paiement, c'est aussi des nouvelles audiences qu'on n'a pas l'habitude forcément d'adresser. Quand on va chercher du PayPal, c'est pas forcément une redirection de nos donateurs actuellement, mais c'est aussi de nouvelles audiences qui correspondent plus à ces usages-là. Dans le même temps, on peut aussi se dire que ces nouveaux modes de paiement, mais aussi ces nouvelles contraintes qui peuvent arriver, on peut les transformer en opportunités dans le discours marketing pour faire évoluer notre proposition envers les donateurs et essayer justement de recruter plus facilement de nouveaux donateurs. Là aussi, une idée, c'était de se dire, dans cette même optique de fidélisation, peut-être que nous devons aussi personnaliser peut-être un peu mieux, faire un travail là-dessus et vraiment avoir une segmentation de personnalisation par typologie, par montant, pour les différents cadeaux, mais pour réussir mieux à faire une vraie conversation entre nos organisations et les donateurs. Et là, j'ai juste cité un chiffre de l'étude Atunitas qui montrait peut-être le fait que 53% des messages ne sont pas personnalisés au profit des donateurs. Donc là aussi, un constat un peu intéressant. Et dans la même optique, ensuite de l'idée d'avant de se dire peut-être faisons attention à la concentration de nos appels à dons pour essayer d'aller chercher de nouvelles cibles et réussir à augmenter en fait notre base donataire. On est tous là pour se dire comment on augmente la collecte d'une manière générale. Et donc peut-être qu'il y a un potentiel d'aller vers des cibles qui sont peut-être un peu plus éloignées de la générosité. Nous savons qu'aujourd'hui, voilà, il y a à peu près 4,8 millions de foyers fiscaux donateurs en France, mais il y a 39 millions de foyers fiscaux. Et moi, j'en vois un potentiel assez important. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc, c'est important d'essayer d'analyser un peu les signaux faibles, comme nous l'avons vu sur la question de l'open banking, qui, malgré que ce soit très récent, montre déjà des capacités assez importantes. Donc là, c'est peut-être un signal faible aussi à analyser. C'est un exemple de signal faible pour aussi anticiper la générosité de demain, pour un peu changer nos pratiques, pour un peu innover ensemble. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée que moi je voulais pour rebondir en ayant lu aussi ces chiffres qui sont toujours passionnants de lire des chiffres à détailler. Enfin, vous nous connaissez à France Générosité, on aime bien les données. Mais voilà, l'idée de se dire que on arrive à augmenter la collecte, on arrive à recruter de nouveau, mais
plus précisément, qu'est-ce que nous réalisons, quels sont demain les canaux à développer, quelles sont nos pratiques, est-ce qu'elles sont en cohérence avec celles de nos audiences. Et voilà, continuons d'innover ensemble. Attention juste à peut-être la concentration de nos appels à dons, par simplicité, de ne pas forcément toujours s'adresser à nos cibles affinitaires ou nos cibles plus âgées, mais justement essayer d'aller recruter d'autres cibles. Même d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Alexandre en a parlé au début sur la concentration géographique. C'est en effet à l'heure actuelle. Donc il y a aussi là peut-être un potentiel à aller chercher. Mais en tout cas, voilà, innovons pour anticiper la générosité de demain. Tu suis d'accord avec ces constats-là, Alexandre? Mais oui, et puis merci pour ce message qui nous invite à mesurer, parce qu'il n'y a que ce qu'on mesure qu'on peut améliorer, qu'on peut évaluer et améliorer, et puis à oser, à tester. On aime beaucoup les tests aussi, comme vous aimez beaucoup les chiffres chez France Générosité, on aime les chiffres et les tests. On est toujours partant et on essaye toujours de partager justement les retours d'expérience de tests. Donc, tester, c'est le digital s'y prête très bien, et donc tester pour améliorer et faire progresser sa collègue digitale, clairement. Et justement, par rapport à ça, peut-être aussi de se dire que là, pour corroborer ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant de se dire, j'ai tendance à dire aux organisations, essayez premièrement, avant d'aller analyser un peu les cibles potentielles, en fait, votre base donateur de demain se trouve déjà dans l'analyse de votre base de donateurs actuelle. Et donc vraiment, prenez le temps vraiment d'étudier en profondeur et de voir aussi les axes d'amélioration avant peut-être d'aller chercher des nouveaux donateurs qui sont un potentiel, mais déjà travailler peut-être plus la fidélisation, la personnalisation. Donc, et pour ça, on a besoin d'analyser et on a besoin d'études comme a fait GiveExpert. Merci beaucoup, Corentin. Ce que je vous propose, c'est on va prendre 2 petites minutes pour vous permettre de répondre à un petit questionnaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette session, nous partager vos idées, s'il y a d'autres thèmes que vous voudriez voir abordés. Voilà, l'idée, c'est véritablement d'avoir votre ressenti par rapport à ces lives et puis de nous aider à co-construire les prochains. Je vais laisser passer donc 2 petites minutes et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire. Ce sont des informations précieuses pour nous. Et j'invite à nous rejoindre notre organisatrice en chef, notre régisseuse, Ophélie, si tu veux bien nous rejoindre pour partager avec nous les questions qui ont pu être posées dans le chat ou que vous pouvez poser maintenant dans le chat et auxquelles Corentin et moi, on sera ravis de répondre. Et merci à tous les deux. Alors, on a une première question de Céline. Alors, je vais prendre le temps de l'afficher. Comme ça, tout le monde pourra voir. Voilà, Céline qui nous demande s'il y a différents indicateurs. Enfin, en tout cas, sur les différents indicateurs, est-ce qu'on note des différences entre les différents secteurs d'activité ? Là, je peux répondre. Disons que
la première différence, c'est le montant du don moyen. Il y a quand même des montants de dons moyens qui peuvent être assez différents entre les secteurs, et ça s'explique aussi en fonction des temps de collecte. Je veux dire, les secteurs qui collectent beaucoup au moment de l'IFI, comme l'enseignement supérieur et la recherche, ont des dons moyens beaucoup plus élevés. C'est notamment pour eux, entre parenthèses, que le virement open banking a énormément de sens, parce qu'il n'y a plus les limites de paiement sur 7 jours ou sur 30 jours liés aux cartes bancaires. Parce qu'ils ont aussi des comportements multi-donateurs. Un alumni peut donner aussi à une fondation à côté au titre de l'IFI. Et puis après, il y a des secteurs qui traditionnellement ont des montants de dons moyens au-dessus de la moyenne, comme le confessionnel, et d'autres plutôt en deçà, comme la protection animale ou l'environnement. Je pense que sur ces questions-là, si je me permets de rajouter, Alexandre, je pense qu'il y a vraiment, mais comme tu l'as dit, cette question, c'est très complexe de pouvoir vraiment l'analyser, puisqu'on sait que par les différentes missions sociales, par les différents secteurs, on va avoir des typologies de donateurs qui sont très diverses. Donc entre l'enseignement supérieur ou comme tu viens de dire la protection animale, on n'a pas du tout la même typologie de donateurs et donc pas forcément les mêmes comportements. Donc c'est toujours à relativiser en comparaison des secteurs par rapport aux autres. Mais c'est plutôt au sein de chacun des secteurs qu'il y a aussi des analyses à faire. Et voilà, c'est là où on peut avoir des choses intéressantes à noter. Et puis après, il y a des tendances qui sont partagées par toutes les organisations, notamment le 4e trimestre et même le mois de décembre, qui représente le plus gros mois de collecte. Étonnamment, même chez beaucoup d'organisations qui collectent l'IFI, décembre reste plus élevé. Totalement, il y a toujours un truc intéressant à noter là-dessus. C'est sûr que dans l'ensemble, la générosité, elle est commune à l'ensemble de ces organisations, quelle que soit la typologie. Et on voit des vraies tendances similaires. C'est aussi sur cette question des donateurs multi-organisations. On voit bien aussi qu'on peut être enseignement supérieur, production animale, recherche, voilà, de différentes typologies. Et là, je tenais quand même à souligner, je ressouligne juste un point que tu as évoqué tout à l'heure, Alexandre, sur vraiment la vision long terme qui a peut-être été plus mise dans les appels à dons de fin d'année, avec l'augmentation du prélèvement automatique qui est passé de 11 à 14%, comme on a noté dans notre étude. Et là, on a une vraie tendance intéressante à noter, même si on est encore très faible comparé à l'ensemble, la part dans le 4e trimestre, mais c'est quand même une tendance intéressante. Merci à tous les deux pour la réponse à cette question. Nous avons, alors, il y a Nadine qui, sur la partie questionnement remarque concernant l'étude, elle nous parle de l'avancée d'open banking. Alors, c'est pas formulé sous forme de question. Alors, je suppose qu'il y a encore un questionnement sur le mode de paiement open banking et ses évolutions. Est-ce que vous souhaitez refaire un petit résumé par rapport à ce moyen de paiement ? Il y a deux choses. La première, c'est on peut partager, et on partagera là dans le chat, une vidéo qu'on avait fait lors d'un live qui montre le processus de paiement. Parce que je pense que ça peut aussi interroger. Donc le principe, il est assez simple, c'est-à-dire là où dans un prélèvement CEPA, il fallait que le donateur connaisse son IBAN pour le saisir, et ensuite signe un mandat électroniquement. Là, en fait, l'open banking, ça consiste à ce que de la même manière que pour un don par carte bancaire, le donateur remplit son formulaire et quand il valide, à la place de partir sur une plateforme où il va saisir les coordonnées de sa carte bancaire, en réalité, il va sélectionner sa banque et il va partir directement sur son e-banking à lui, sans avoir besoin de saisir ni le montant, ni l'IBAN de l'organisation bénéficiaire. Il va juste avoir une procédure de validation à faire vu que toutes les informations sont transmises. Donc, c'est très pratique et c'est très pratique parce que c'est sécurisant, comme on est sur l'interface de sa banque. C'est pratique parce que tout le monde ne connaissait pas son IBAN, clairement, par cœur. Et puis, il n'y a pas véritablement de limite en termes de montant, ni de limite en termes quotidiennes, pas quotidiennes, hebdomadaires, ou mensuelles, liées au plafond des cartes bancaires.
Donc ça je dirais, c'est les avantages. Un autre avantage, c'est que c'est un mode de paiement sur lequel il n'y a pas de pourcentage, qu'un frais fixe, c'est comme un prélèvement automatique. Donc en fait, il n'y a qu'un frais fixe, donc ça veut dire que pour des très gros dons, avoir un frais fixe dans notre cas à 50 centimes hors taxe, c'est quand même beaucoup plus économique sur un don à 2000, 3000, 4000 euros que d'avoir même un tout petit pourcentage qui devient vite beaucoup plus que 50 centimes hors taxe. Donc voilà, c'est aussi cet intérêt-là, je dirais. Après, en termes d'usage, j'avoue que nous-mêmes, on a été assez étonnés par la rapidité d'adoption, parce qu'on se demandait s'il n'y aurait pas un peu de défiance vis-à-vis du fait d'arriver sur sa page bancaire, se dire est-ce que c'est pas du phishing, ceci, cela. Et en fait, ça a très bien fonctionné sur la campagne IFI et sur la campagne de fin d'année 2022. Donc, il semblerait que plus rapidement que le mandat CEPA, ce soit quelque chose qui corresponde aux attentes des donateurs et que le processus de don ne soit pas trop complexe et donc permette facilement aux gens qui choisissent le virement d'aller au bout. Ce qu'on remarque aussi, pour compléter, et je vous invite à aller voir les tendances sur différentes études. Nous, sur notre site Frangénerosité, on partage pas mal d'études sur le sujet, sur notre rubrique ressources. Et en fait, on se remarque que dans d'autres pays, l'open banking est bien plus répandu. Et là aussi, toi aussi, Alexandre, tu vas avoir aussi des infos là-dessus. Donc, c'est aussi des pratiques qui viennent de l'étranger et auxquelles on a des très bonnes surprises avec des dons moyens plus élevés, une facilité d'utilisation au final qui correspond à pas mal d'usages à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une opportunité pour vos organisations pour la collecte de demain et vraiment j'ai hâte d'analyser les chiffres sur les prochaines années, mais je pense que ça va devenir aussi un canal assez important. Ouais, tu as tout à fait raison. On était très carte bancaire en France, avec, faut dire aussi, des coûts de paiement par carte bancaire qui sont les plus bas d'Europe en France. Alors que beaucoup de pays avaient misé sur ce qu'on appelle le direct débit, en bon franglais. Et c'est vrai que oui, c'est un moyen de paiement qui rattrape plus que les chiffres des autres pays européens, plus qu'on ne crée quoi que ce soit de nouveau. On s'aligne plus sur des modes de paiement équivalents à ce qu'il y a dans les autres pays européens. Merci à tous les deux. On a d'autres questions, notamment une question de Jean sur comment mieux fidéliser les donateurs en ligne qui sont plus volatiles que les donateurs offline. Corentin, je t'en prie. Ouais, alors sur cette question, en fait, elle est très complexe. Dans l'ensemble, il n'y a pas de clé magique. Et je pense que s'il y avait une clé, Alexandre la donna à tous ses clients et voilà, vous deviendrez les plus gros collecteurs et des montants énormes. Non, c'est très complexe de pouvoir fidéliser. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut analyser par typologie déjà de donateur, par canal d'acquisition. Dès aussi qu'on a un canal d'acquisition qui va être peut-être intermédiaire, on va avoir aussi une difficulté à fidéliser de manière sur du long terme. On peut prendre l'exemple tout simple des gros événements de collecte qui sont faits par des influenceurs, par des personnalités médiatiques. Celui qui est le plus connu, c'est le Z20, et on sait l'incapacité à fidéliser des donateurs qui viennent par ce type de canal, ou en tout cas, c'est très difficile. Donc déjà, il y a cette question-là. Et ensuite, c'est aussi sur la question par exemple, on a de nouveaux modes maintenant de générosité qui vont être très liés aux urgences. On a eu des urgences de manière assez répétée entre le Covid, le Liban, l'Ukraine. Enfin voilà, on a eu des urgences et même là la Turquie qui sont très fortes et qui captent pas mal de dons ponctuels. Des donateurs aussi qui ont des comportements qui veulent peut-être plus s'engager sur vraiment de l'urgence, mais qui sont peut-être prêts à être récurrents, à être fidélisés sur une typologie vraiment d'urgence. Donc, il y a peut-être une réflexion à faire sur un peu quelles sont nos propositions de valeur pour correspondre peut-être à cette volonté d'un engagement qui est un peu différent. Voilà. Déjà, je pense qu'on réfléchisse tous ensemble
Et c'est là la question de vraiment mettre des synergies en place dans notre secteur, de travailler ensemble, et ce qu'on fait à France Générosité, pour se dire qu'est-ce qu'un donateur récurrent et quelles sont les différentes propositions de récurrence qu'on va lui proposer et de fidélisation. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alexandre, mais je pense qu'il y a Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'on a fait déjà des gros progrès. Parce qu'il y a quelques années, le donateur qui donnait en ligne recevait le trimestriel par la poste pour toute fidélisation. Que ce soit à travers la newsletter, les email automation. Je pense qu'on a fait, on a fait des progrès, mais on est encore loin de l'animation de communauté, souvent. Auquel je dirais un acheteur en ligne peut se retrouver impliqué donc en fait de ce point de vue-là, je pense que mais il faut des moyens, c'est évident, hein, mais la communication des sites marchands sur les réseaux sociaux, leur capacité à créer des communautés, à pousser des expériences comme le co-shopping, le mobile shopping, des choses comme ça. C'est des bonnes sources d'inspiration pour réfléchir à la manière dont on peut, non pas réenchanter, mais disons donner une dimension plus humaine à la collecte digitale. Et c'est vrai que sur cette question-là, il y a aussi il y a beaucoup maintenant de canaux historiques qui essayent d'un peu de révolutionner un peu nos habitudes, nos façons de rentrer en échange. Et il y a une vraie mode de rentrer en conversation. Il y a une tendance vraiment à la conversation qui devient de plus en plus importante, à une sorte d'un peu de proximité qui va être créée avec ce donateur, de communauté, comme tu disais, Alexandre, d'animation de la communauté. Et donc, rentrer en conversation avec des nouveaux canaux, comme là, on peut en parler sur, par exemple, du SMS. Ça va être vraiment de développer, développer la collecte, développer la fidélisation. Donc là, comme tu dis, il y a un vrai axe de développement et il y a déjà beaucoup de travail, en effet, qui a déjà été mis en place. Et ben pour rebondir sur ces éléments, on a une double question qui reste encore assez stratégique, qui est comment diversifier notre mode de collecte, et suivi de la question comment personnaliser notre discours pour mieux cibler les donateurs. Alors là, c'est vraiment des sujets, j'ai envie de dire, stratégiques, et d'ailleurs qui font l'objet presque de live à part entière. Je pense notamment sur la deuxième question, enfin sur la deuxième partie de cette question, comment personnaliser notre discours pour mieux cibler les donateurs. On avait également fait un live là-dessus au mois de janvier, donc voilà, donc je vous repartage le lien de ce live pour répondre à cette question spécifiquement. Vous voyez, on en avait fait un live d'1 heure dédié, donc on va peut-être pas pouvoir y répondre en 2 minutes, peut-être toucher un mot sur la première partie de la question, comment diversifier notre mode de collecte en lien avec les premières pistes de réflexion et de solutions que vous avez déjà partagées depuis tout à l'heure. Moi, je pense que le message qu'a transmis Corentin, c'est en effet de pas se focaliser toujours sur nos cibles la plus affinitaire. Donc, diversifier notre collecte, ça veut dire aussi aller au-devant de nouveaux publics, utiliser peut-être des méthodes comme les personas qu'on avait déjà aussi d'ailleurs abordé dans d'autres lives, pour identifier de nouveaux profils et les adresser. Je dirais que le digital a cet avantage que ce soit à travers de la communication gratuite ou sponsorisée, donc payante, on est en capacité de s'adresser à des communautés très, très, très ciblées. Donc, si on identifie un persona, donc une cible, à laquelle on ne s'adressait pas, mais sur laquelle on pense qu'il peut y avoir une communauté d'intérêt, un point d'accroche, l'avantage, c'est qu'on peut tester, on peut expérimenter assez facilement en touchant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les résultats de recherche ou des choses comme ça, tout de suite, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui correspondent à ce profil-là, et vérifier si le discours, la sensibilisation fonctionne ou pas auprès de cette population, que ce soit d'ailleurs sur du don, ou dans un premier temps peut-être sur déjà le fait de les recruter pour la newsletter, de les informer, d'avoir une première marque d'intérêt de leur part. C'est vrai que sur cette question de diversifier les cibles,
Pour moi, il y a vraiment, comme tu l'as dit, un enjeu d'élargir nos audiences, un enjeu d'aller vers de nouveaux canaux, nouveaux modes de paiement, de réfléchir à de nouvelles actions. Et c'est vrai qu'on peut tester, comme tu dis, énormément de choses avec le digital, mais aussi c'est de multiplier, entre guillemets, les profils de parcours. Peut-être qu'on a tendance à peut-être un peu trop simplifier les typologies de donateurs, les typologies d'engagement. Et je pense qu'il faut le réfléchir d'une manière autre. On sait maintenant qu'il y a un sorte de continuum. Nous, à Afro Générosité, on travaille et on réfléchit sur ce continuum d'engagement, sur les valeurs de donateurs et donc sur les cycles qu'ils peuvent avoir dans leur engagement. Et donc, c'est peut-être aussi de multiplier les différents parcours, les différentes propositions de valeurs d'engagement qui peuvent là nous permettre de vraiment correspondre à leurs attentes. Et c'est une manière aussi de pouvoir aller chercher de nouvelles cibles et de pouvoir diversifier notre collecte. Merci beaucoup, Corentin. Je sais que tu as une contrainte horaire, donc on ne va pas te mettre en retard. Merci beaucoup pour cet échange. S'il y a d'autres questions, si vous avez envie de rentrer en contact avec Corentin, comme vous voyez, il est très actif sur les réseaux sociaux et vous pouvez donc le retrouver sur LinkedIn facilement. Il publie des choses, je tiens à préciser qu'en plus c'est très intéressant de le suivre parce qu'il publie des contenus de très grande qualité. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'en profite, je rebondis sur ce que tu dis, Alexandre, parce qu'effectivement, il restait des questions sur des analyses différenciées, plateforme par plateforme, en fonction des secteurs, les formats, les canaux de diffusion qui ont rapporté le plus de donateurs, à la fois en valeur, en nombre sur la période. Tous ces éléments-là, effectivement, vous pourrez les retrouver notamment dans les analyses que partage Corentin. Il y a des analyses spécifiques et des différentes études très détaillées et poussées en fonction de ces différentes points d'entrée, différents canaux, différentes plateformes, notre typologie. Donc effectivement, Corentin partage beaucoup de ressources aussi à ce sujet. Je vous invite à aller voir et effectivement le contacter directement si vous avez des questions précises à ce sujet. Voilà, et peut-être juste, mais il ne faudra pas hésiter, Ophélie, si tu veux. Je ne crois pas que je peux envoyer un message, mais si tu veux partager mon mail, il n'y a aucun problème. Hein, tu peux partager mon mail dans la conversation. Et voilà, on est ouvert aux discussions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail avec grand plaisir. Mais en tout cas, je tenais juste à souligner aussi merci à Give Expert pour l'invitation et merci à vous deux aussi pour jouer vraiment un rôle. On est assez unique, entre guillemets, dans notre secteur. C'est qu'on est capable de réfléchir ensemble à quels sont nos développements et qu'on n'est pas même si on peut l'être en concurrence, voilà, on a un vrai travail de synergie. Et donc ça, c'est vraiment riche d'avoir ces échanges-là, d'avoir ces partages, de se dire, voilà, comment mettre en commun, comment réfléchir demain ensemble à quels sont les nouveaux canaux à développer, quels sont les axes de développement, comment aller chercher de nouvelles audiences diversifiées. Donc voilà, c'est vraiment riche d'avoir ce partage-là au sein de notre secteur. C'est le cœur de nos valeurs. Et donc vraiment, merci à Alexandre et Ophélie pour ces moments de partage et d'échange et pour jouer le jeu des synergies dans le secteur. Avec grand plaisir. Et puis, merci à toutes et tous qui nous avaient suivis, qui avaient interagi, qui avaient posé des questions. On est vraiment ravis parce que voilà, toutes ces études, ce temps qu'on passe n'a de sens que si il est partagé avec tous les acteurs, actrices de la collecte digitale et de la collecte au sens plus large d'ailleurs. Merci beaucoup. Et merci Corentin. Merci encore Ophélie pour toute cette organisation. Et puis une très bonne journée à toutes et tous. Oui, bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir et à bientôt.